Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Un sommet extraordinaire face à la menace terroriste. Le Burkina Faso accueille la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour renforcer la coopération antiterroriste dans la région. Une rencontre qui se tient avec la participation du Maroc. 7 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes. Le premier tour de l'élection présidentielle se tient demain. 26 candidats sont en lice. Un scrutin présidentiel à l'issue incertaine. Six morts et d'importants dégâts matériels, le sud-est de l'Espagne est durement touché par les inondations. Les liaisons ferroviaires sont interrompues et de nombreux vols sont annulés, tandis que les opérations d'évacuation se poursuivent. Les plus grands noms de la musique électro sont à Marrakech. Le festival Oasis accueille des artistes venus du monde entier. Une programmation riche et pointue pour célébrer le 5e anniversaire de l'événement. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Afrique de l'Ouest veut mettre en place un front commun face à la menace terroriste. Un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il s'agit de renforcer la coopération antiterroriste dans la région. Une délégation marocaine, composée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et du directeur général d'études et documentation, Mohamed Yassine Mansouri, représente Sa Majesté le Roi aux travaux du sommet. Les développements avec Amina Ben Khalq. Prendre le leadership dans la lutte contre le terrorisme, voilà l'objectif de cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, car la région a enregistré près de 400 attaques extrémistes en 2019, ce qui en fait l'une des zones les plus ravagées par les actes terroristes. Un bilan macabre souligné par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. La participation du Maroc aux travaux de cette conférence n'est pas du tout surprenante au vu des relations exceptionnelles liant le Maroc à la région ouest-africaine. Cette participation découle également d'une conviction, celle du Royaume qui s'est toujours engagé dans toutes les démarches antiterroristes. Il faut dire que la situation dans la région est de plus en plus inquiétante. Il existe certes plusieurs initiatives pour mettre un terme à cette situation, mais nous devons désormais coordonner et structurer nos efforts et notre action contre l'extrémisme. La présence marocaine à ce sommet a également été l'occasion de partager l'expérience nationale de lutte contre le terrorisme. L'un de ses nombreux aspects, le plus efficace selon Nasser Bourita, est la formation. La lutte contre le terrorisme passe par la lutte contre les idées extrémistes. C'est dans cet esprit que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, commandeur des croyants, a lancé l'Institut Mohamed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidat, qui compte aujourd'hui plus de 1000 étudiants. Plus de 90% d'entre eux sont issus des pays de la CEDEAO. Une mobilisation tous azimuts est donc nécessaire dans cette partie de l'Afrique où sévit l'un des groupes terroristes les plus meurtriers au monde, Boko Haram, qui a perpétré en une décennie 39 000 attentats et fait 2 millions de déplacés dans la région. Et pour en parler, nous recevons le professeur Khalid Chegraoui. Monsieur Chegraoui, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi ce sommet de la CEDEAO aujourd'hui et le choix du Burkina Faso est-il symbolique après les nombreuses attaques terroristes subies par ce pays au cours de cette année ? Déjà, il faut rappeler qu'en août, 26-27 août dernier, à Niamey au Niger, il y a eu une réunion extraordinaire très importante. D'ailleurs, c'était une réunion préparatoire pour ce sommet extraordinaire de Ouagadougou. Et lors de ce sommet, on a mis en place un plan global, principalement basé sur l'expertise des chefs d'état-major des pays de la CEDEAO, afin de mettre en place des nouvelles stratégies pour contrer le terrorisme. Du moment que l'Afrique de l'Ouest, ces dernières années, a commencé à être la cible principale des attaques terroristes, plus de 300 attaques en une seule année dans l'année 2019 qui n'est pas encore terminée, en comparaison avec les autres régions, que ce soit du monde ou du continent africain. Donc c'est devenu un problème plus sérieux qu'il ne le paraissait auparavant. Autre chose, d'ailleurs, c'est relié au choix du Burkina. Au fait, l'instabilité liée au terrorisme a commencé à toucher des pays qui sont un tout petit peu loin des terrains de prédilection des djihadistes, principalement au Niger, au Mali et au nord Nigeria. Aujourd'hui, le Burkina, qui est plus ou moins loin de toutes ces
ces mouvances, est devenu une cible d'attaque. Avant lui, c'était la Côte d'Ivoire. Alors, tout l'ensemble aujourd'hui des pays de l'Afrique de l'Ouest sont une cible désignée par les djihadistes à cause d'un certain nombre de problèmes et de conditions. Et bien sûr, il y a eu d'autres, en ce qui concerne ce sommet, il y a eu d'autres questions, principalement la question de l'énergie. D'ailleurs, aujourd'hui, il a été adopté un plan de Desert Power, principalement basé sur la mise en place de structures électriques basées sur les panneaux solaires. Et bien sûr, il y a eu une discussion, c'est-à-dire à côté en side de cette réunion, basée sur la mise en place d'un passeport commun de la CEDEAO. Mais reste le principal objectif, c'est la mise en place d'une nouvelle stratégie concernant la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, c'est pour cela que le Maroc a été convié à cette réunion, du moment que l'idée aujourd'hui est de dépasser les coalitions régionales et certaines coalitions sous-régionales afin de mettre en place une coalition internationale. D'ailleurs, ça apparaît plus clairement dans le discours du ministre M. Nasser Bourita, qui a appelé effectivement à élargir ces coalitions, du moment que les deux structures aujourd'hui mises en place n'arrivent pas ou ne suffisent pas à contrer le terrorisme. Bien sûr, il va falloir mettre d'autres stratégies en place et plus ou moins des stratégies globales liant le sécuritaire au développement, à la formation et à d'autres structures qui pourront voir le jour à travers ce congrès et bien sûr à travers d'autres réunions. Justement, comment cette nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme dans la région peut-elle se déployer alors qu'il y a des structures comme le G5 Sahel ou la MINUSMA au Mali? Effectivement, d'ailleurs, le grand problème aujourd'hui, que ce soit de la MINUSMA et principalement du G5, qui est d'ailleurs en stand-by, c'est le problème du financement, du moment que, alors la MINUSMA, elle est financée certes par les Nations Unies, mais c'est-à-dire la politique de mise en place de la MINUSMA ne lui permet pas d'intervenir dans de larges espaces. Et bien sûr, il y a tout ce qui est lié aux directives et aux dictats du Conseil de sécurité. Deuxième chose, c'est le G5. Le G5, jusqu'à aujourd'hui, bon, il y a 5 pays africains, soutenus principalement par la France et par l'Union européenne d'ailleurs, où les deux principaux financements viennent de l'Union européenne et de la France, avec un petit financement qui vient aussi de certains pays arabes du Golfe généré dernièrement. Les Nations Unies, les États-Unis refusent d'intégrer ce système et préfèrent des relations bilatérales. Donc il y a un vrai problème. Donc aujourd'hui, il y a un appel, d'ailleurs on l'a bien dit dans ce plateau, qu'il va falloir quand même rendre hommage à la CEDEAO qui a une grande expérience en la matière, rendre hommage à un certain nombre de pays tels le Maroc qui a une grande expérience en la matière. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir une mutualisation, une remobilisation de toutes les actions concernant la lutte contre le terrorisme et qu'on le voit dans des termes beaucoup plus internationaux que sous-régionaux. Professeur Chegraoui, vous restez avec nous, nous vous retrouvons dans quelques instants. La question sécuritaire est l'un des enjeux majeurs de la présidentielle tunisienne. 7 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes demain pour le premier tour du scrutin. 26 candidats sont en lice pour cette élection à l'issue imprévisible. Reportage à Tunis de nos envoyés spéciaux Omar Ajrari et Saïd Benzizou. Le récit est de Rizlan Taibi. Le silence électoral de ce samedi contraste avec la fébrilité et la nervosité de la campagne électorale. Rarement, l'issue d'une élection n'aura été aussi incertaine en raison du nombre pléthorique de candidats, 26, et de la fragmentation des familles politiques. Deux, de second plan, se sont désistés in extremis en faveur du ministre de la Défense, Abdelkrim Zbidi. Et parmi les favoris, on compte le publicitaire incarcéré Nabil Karoui, le candidat du parti Nahda, Abdelatif Moro, et le Premier ministre libéral Youssef Chahed. Les bureaux de vote s'apprêtent à accueillir plus de 7 millions d'électeurs pour un scrutin au résultat improbable. Toute la logistique a été mise en place pour l'organisation de ce scrutin. Les bureaux de vote ont été dotés de tout le matériel qu'il faut. Parmi les préoccupations majeures des Tunisiens, la crise sociale et économique et la cherté de la vie dans un pays où le chômage est de 15% et l'inflation frôle les 7%. Tout ce que je demande au président qui sera élu, c'est de répondre à nos revendications les plus simples pour une vie décente et digne. Le peuple est fatigué, blasé, lassé, dépité. Nous voulons le changement. Au moment où hier, à minuit, la campagne présidentielle s'est terminée, celle des législatives a démarré. 15 000 listes seront en lice pour le 6 octobre. Et entre les deux tours présidentiels, les Tunisiens devront voter pour élire les 217 membres de leur parlement monocaméral.
Professeur Khalid Chgraoui, les observateurs de la vie politique tunisienne estiment que tous les scénarios sont possibles pour ce premier tour de la présidentielle. On peut donc dire que c'est l'élection la plus ouverte qu'ait connue la Tunisie. Effectivement, c'est l'élection la plus ouverte, surtout après la mise en place de la nouvelle constitution. Et ça va être une expérience très importante, pas seulement pour la Tunisie, parce que ça va représenter la réussite d'un modèle démocratique local en Afrique du Nord et dans le monde arabe et aussi dans le continent africain et dans la rive sud de la Méditerranée. Mais ça va être aussi une expérience très importante pour ce parcours et surtout dans le contexte environnemental et régional de la Tunisie qui est vraiment instable, que ce soit en Tunisie, en Libye ou en Algérie. Et bien sûr, par ailleurs, il y a d'autres exemples assez édifiants. Le grand problème aujourd'hui, c'est les enjeux de cette élection. Du moment qu'on remarque qu'il y a pas mal de problèmes, principalement sur le plan économique, avec 35% de chômage chez les jeunes, avec une économie qui vit des heures très difficiles, un taux de croissance très très faible de 2,5, un taux d'inflation qui dépasse les 6,5 et une chute du dinar par rapport à l'euro. On est arrivé aujourd'hui à 3 dinars à un seul euro. À une époque, c'était un seul dinar pour 1 euro. Et bien sûr, il y a des enjeux très importants avec la chute du clan présidentiel, la montée des populismes comme partout ailleurs, les islamistes qui tendent à contrôler la présidentielle et bien sûr la gauche qui n'est plus dans la scène. Et surtout, on parle d'un taux d'absentéisme qui pourra être assez élevé et surtout la question de la participation des femmes qui va faire énormément de différence. Professeur Khalid Chgraoui, merci pour toutes ces explications. Et en Algérie voisine, le mouvement de contestation refuse catégoriquement l'organisation de l'élection présidentielle. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Gaïd Salah, avait déclaré que le scrutin serait organisé avant la fin de l'année, vers la mi-décembre. Après 30 semaines de mobilisation, les contestataires réclament le départ des symboles du système liés à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika avant l'organisation de toute élection. Mamadou Diaye. La tenue d'élections présidentielles rapides, voilà ce que la rue algérienne ne veut surtout pas entendre. Mobilisés pour le 30e vendredi consécutif, des manifestants pointent du doigt ce qu'ils appellent une dictature militaire. Non à l'état militaire, non à la dictature militaire et surtout arrêt des arrestations arbitraires, arrêt de l'arrestation des hommes politiques et l'arrêt de la criminalisation de l'acte politique, surtout parce que l'actualité de cette semaine a été quand même intense de ce côté-là. Un mouvement qui semble de plus en plus déterminé à poursuivre la contestation et espère un rétropédalage de la part du pouvoir en place dans sa volonté de tenir un scrutin dans les meilleurs délais. Le Hirak ne s'arrête pas. Vous devez céder à la volonté du peuple. Si vous voulez que le Hirak s'arrête, il n'y a qu'une chose. Vous devez céder à la passivité de ce peuple. Malgré cette pression populaire, 2 projets de loi viennent d'être adoptés par le Parlement. Des textes ouvrant la voie à une mise en place d'une autorité indépendante chargée des élections pour le premier et un second texte qui vise une révision de la loi électorale. Dans la péninsule arabique, les rebelles yéménites revendiquent une attaque de drone en Arabie Saoudite. L'opération a causé des incendies dans 2 installations pétrolières. C'est la 3e attaque du genre depuis le mois de mai dernier. L'Arabie Saoudite est engagée militairement au Yémen depuis 2015. En Espagne, les inondations causent d'importants dégâts matériels dans le sud-est du pays. Les liaisons ferroviaires sont interrompues et de nombreux vols sont annulés. Les opérations d'évacuation se poursuivent, tandis qu'un nouveau bilan des inondations fait état de 6 morts. Les développements avec Rita Saha. Des rues totalement inondées, impraticables. C'est le triste spectacle auquel assistent impuissants depuis hier les habitants de Murcie. Dans cette zone du sud-est de l'Espagne, les sauveteurs et éléments de la Guardia Civile sont à pied d'œuvre pour tenter de venir en aide aux riverains pris au piège par la crue. Même son de cloche du côté de Malaga. Dans cette ville d'Andalousie, les intempéries qui ont débuté la nuit dernière ont déjà causé de nombreux dégâts. Il a commencé à pleuvoir. Il est allé dans le patio pour récupérer le chien et a vu le mur qui commençait à s'effondrer. Il a alors pris nos enfants et s'est abrité à l'étage. La maison était complètement inondée. L'eau était en train de monter. Il faisait sombre. Je sentais l'eau grimper sur mes pieds. C'était horrible.
Hier soir, les corps inertes de 2 nouvelles personnes ont été retrouvés, notamment à Orihuela, près de Valence, ce qui porte à 6 le nombre de victimes de ces inondations meurtrières. Une situation qualifiée de critique par le gouvernement espagnol. Le Premier ministre Pedro Sánchez a d'ailleurs survolé aujourd'hui les différentes zones touchées par cette catastrophe, avant de se rendre dans un centre de commandement pour apporter son soutien aux secouristes. La première chose à faire est d'apporter la solidarité du gouvernement espagnol et de toute la société espagnole aux habitants touchés par ces intempéries dans les régions de Valence et Murcie, ainsi que dans d'autres régions de l'Espagne. Au nom du gouvernement espagnol, je voudrais exprimer nos sincères condoléances aux familles des victimes qui ont malheureusement perdu la vie ces derniers jours. Plusieurs écoles ont été fermées et la circulation des trains suspendue, notamment dans les provinces de Valence, Alicante, Murcie, Almeria, Grenade et Albacete. Les autorités ont d'ailleurs conseillé aux habitants de ne pas sortir de chez eux dans de nombreuses villes du sud-est du pays. Selon la météorologie nationale espagnole, de nouvelles intempéries sont prévues plus au nord, du côté de Madrid, dans les heures à venir. Vous le savez, d'importantes intempéries se sont abattues le week-end dernier sur la région de Rachidia. Un autocar s'est renversé dimanche dernier suite aux inondations. Le bilan des victimes a été revu à la hausse aujourd'hui alors que les recherches d'éventuels disparus se poursuivent. Un corps a été repêché ce matin, portant à 28 le nombre de personnes décédées lors de l'accident d'autocar. Et dans la région de Casablanca, une importante équipe médicale était mobilisée aujourd'hui à Mediouna. Une caravane médicale a accueilli plus de 1000 patients. Des consultations gratuites leur étaient proposées dans 12 spécialités. C'est un reportage de Brahim Habboub, le récit est de Amina Ben Khalq. Un va-et-vient incessant vers l'hôpital provincial de Mediouna. De longues files d'attente se forment devant tous les services. Ces patients sont là pour profiter d'une journée de consultation gratuite, toutes spécialités confondues. Je souffre d'une maladie intestinale, mais également d'hypertension et de diabète. J'ai été auscultée par plusieurs médecins. Il y a tellement de patients aujourd'hui que j'ai préféré prendre rendez-vous mardi pour passer une série d'examens. Entre ophtalmologie, radiologie et médecine interne, plusieurs spécialités sont prévues pour une meilleure prise en charge d'une large catégorie de patients. En dehors de la médecine générale et de la radiologie, cette caravane mobilise 12 spécialités. Cette caravane est le fruit d'un partenariat entre organismes publics et privés qui ont mis les bouchées doubles pour atteindre un objectif précis, permettre à 1000 patients de Mediouna de bénéficier de ces consultations gratuites en l'espace de 24 heures seulement. Nous ouvrons la page culturelle de ce journal avec le rendez-vous incontournable des musiques urbaines et actuelles. Le festival El Boulevard est lancé, déjà 19 éditions pour cet événement qui a débuté hier à Casablanca avec le traditionnel tremplin réservé aux jeunes artistes. Une première journée dédiée aux nouveaux talents du hip-hop que je vous invite à découvrir dans ce reportage de Mamadou Diaye et Youssef El Ghazi. C'est devenu un rendez-vous incontournable dans l'agenda culturel du Maroc. Jusqu'au 22 septembre, la scène du festival Le Boulevard mettra aux prises 19 groupes venus des 4 coins du royaume. Ils vont rivaliser de créativité, de savoir-faire, mais également d'originalité dans une compétition tremplin qui réserve encore bien des surprises. C'est vraiment centré autour de la scène locale, mais il y a une programmation internationale depuis maintenant une quinzaine d'années au Boulevard. Et pour nous, cette programmation internationale, c'est vraiment pour pouvoir enrichir et puis développer aussi cette curiosité et puis voir un peu les nouveaux sons, les nouvelles tendances. C'est une très bonne chance pour les artistes et plus précisément les rappeurs. C'est une chance pour eux pour partir dans la grande scène pour essayer de faire leur show. Au-delà de la promotion de la culture urbaine musicale, des échanges avec des acteurs culturels ont lieu tout au long du festival. L'occasion est aussi pour d'autres artistes d'exposer leur créativité. Je viens de lancer ma marque et c'est une opportunité pour moi que je trouve formidable pour présenter mes produits. L'animation internationale de l'événement se traduit par une participation d'autres artistes venus pour cette édition 2019 du Sénégal, d'Égypte, du Liban, de la Belgique, des États-Unis entre autres. L'année dernière, le festival a réuni plus de 100 000 personnes, un public avec un dénominateur commun, la fibre artistique.
Un autre festival s'installe dans la durée. Oasis à Marrakech en est à sa 5e édition. L'événement est dédié à la musique électro, une programmation riche et pointue avec des DJ de renommée internationale venus des 4 coins du monde. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chhima. C'est sans conteste le rendez-vous électro le plus attendu de cette rentrée. Le festival Oasis accueille tous les ans des milliers d'amoureux de musique techno venus des 4 coins de la planète. Et pour assurer le bon déroulement du festival, un important dispositif de sécurité est mis en place. Portiques et fouilles à l'entrée, ce sont plus de 300 personnes qui sont mobilisées pour garantir la sûreté des festivaliers. On a mis pas mal de dispositifs sécuritaires au niveau du site. Donc en commençant par les agents de sécurité, bien sûr, notamment au niveau du parking à l'intérieur du site et aussi au niveau de l'entrée principale de l'hôtel. Donc aussi, si vous voyez, donc il y a aussi des dispositifs sécuritaires par rapport c'est des portiers de sécurité et des scanners. Hommes et femmes, marocains et étrangers, les fans de musique électronique sont venus légion à cette soirée d'ouverture, attirés notamment par le line-up qui propose les plus grands DJ du moment. Nous connaissons certains DJ que nous sommes venus voir spécialement, mais à côté de cela, il y a aussi cette bonne ambiance. Les gens sont très gentils. J'ai également vu qu'il y avait un mélange de cultures. Je pense que beaucoup de pays viennent assister au festival, qui est donc international. Le spot super, il y a de l'espace, ça fait plaisir de voir autant d'étrangers venir au Maroc pour ce festival. C'est rare de voir surtout une telle qualité de production et d'organisation. Derrière leur platine, les artistes promettent aux mélomanes en transe le temps d'un live, un show d'exception pour des soirées qui se poursuivent jusqu'au bout de la nuit. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. L'Afrique de l'Ouest veut mettre en place un front commun face à la menace terroriste. Un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il s'agit de renforcer la coopération antiterroriste dans la région. Une délégation marocaine composée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Boureta, et du directeur général d'études et documentation, Mohamed Yassine Mansouri, représente Sa Majesté le Roi aux travaux du sommet. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.